Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet qui parle à beaucoup de monde, je crois. Oui, un sujet assez universel pour quiconque entreprend. Exactement. On part d'un point A, celui de l'incertitude, cette angoisse de ne pas savoir d'où viendra le prochain client. Le prochain euro, Voilà. Et l'objectif, le point B, c'est la sérénité d'un revenu qui devient prévisible, presque automatique. c'est le rêve. Et pour nous guider, on va s'appuyer sur un livre qui est devenu une vraie référence, From Impossible to Inevitable, Darren Ross et Jason Lemkin. Un classique, oui. L'idée, c'est de vraiment décortiquer les principes clés qu'on peut en tirer. On va se concentrer sur deux étapes cruciales. D'abord, trouver sa place. C'est ça. Comment trouver sa destination, sa niche pour devenir incontournable. Et ensuite, comment on construit le moteur. La machine à revenus qui nous y emmène de façon fiable. Exactement. Et le point de départ de leur réflexion est en fait un paradoxe très actuel. Ah oui, Avec la technologie, il n'a jamais été aussi simple, aussi peu coûteux de lancer une entreprise. On peut démarrer avec un ordinateur portable, quoi. c'est clair. Une connexion Internet et c'est parti. Et pourtant, pour l'immense majorité, la croissance reste un combat. Un combat permanent. On le voit tous les jours. Du coup, les auteurs posent un diagnostic très clair. Le succès, c'est pas une question de chance ou de génie isolé, c'est le résultat d'un système. Et c'est ce système qu'on va essayer de démonter aujourd'hui. C'est l'objectif, démonter les rouages de la machine. Alors, allons-y. Première étape, trouver sa place, sa niche. Le livre martèle ce concept, mais avec une approche qui m'a surprise, je dois dire. En quoi? Il faut complètement déconstruire l'idée que niche rime avec petit marché. Tout à fait, c'est le contre-pied total. Au contraire, il parle de concentration extrême comme d'une arme de conquête. L'erreur classique, c'est de vouloir parler à tout le monde. Et au final, le message est tellement dilué que, il ne touche personne. Voilà. C'est une discipline de concentration. Et ce qui est fascinant, c'est que les plus grands succès de la tech valident cette théorie à 100%. Les exemples qu'il cite sont édifiants, oui. Facebook n'a pas commencé en visant la planète entière. Non, ils ont commencé avec quelques universités d'élite, la Ivy League. Exactement. Amazon, c'était exclusivement les livres au début. Et PayPal, c'était uniquement les utilisateurs d'eBay. C'est ça. Leur point commun, c'est qu'ils sont devenus le grand poisson dans un tout petit étang. Avant même de penser à conquérir l'océan. Voilà. Domination totale sur un segment minuscule avant de s'étendre. Et cette concentration est vitale, surtout quand on prend en compte ce qu'ils appellent l'arc d'attention. Ah oui, J'avoue que ce chiffre m'a un peu glacé. Le temps d'attention qu'un prospect non sollicité nous accorde est infime. on parle de quelques secondes à peine. Pour un email à froid, c'est entre 0,3 et 3 secondes. C'est rien du tout. C'est tout. C'est à la fois terrifiant et incroyablement clarifiant. On n'a littéralement pas le droit à l'erreur. Ce qui nous amène directement à un concept central chez eux, le trust gap. Le fossé de la confiance. C'est ça. Et pour combler ce fossé en moins de 3 secondes, le message doit être d'une clarté absolue, presque enfantile. Il recommande même de le formuler comme si on s'adressait à un enfant de 10 ans. Oui, et surtout, il faut faire cette distinction critique entre un produit qui est nice to have, Ouais. agréable à avoir, Et un produit qui est need to have. indispensable. Si votre solution est seulement agréable, elle ne survivra pas, Pourquoi? parce qu'elle demande un effort mental trop important au client pour qu'il comprenne et justifie son achat en si peu de temps. Mais comment on sait si on est dans l'indispensable et pas juste dans l'agréable? C'est facile de s'en convaincre soi-même, non? Le livre donne des pistes pour ça, hein. Tout à fait. Et l'histoire personnelle d'Aaron Ross, l'un des auteurs, en est la meilleure illustration. Racontez. Au début de sa carrière de consultant, il a essayé de vendre des services qu'il trouvait plus valorisants, plus sexy, Comme quoi, par exemple? du coaching personnel, du design organisationnel. Le problème, c'est qu'il peinait à vendre. Ses clients n'en voyaient pas l'urgence. Exactement. Il voyait ça comme une option. Un truc intéressant, mais pas une nécessité. Il était coincé dans le nice to have, Il a donc dû s'appliquer ses propres conseils pour s'en sortir. précisément. Et pour éviter ce genre de tâtonnement, le livre propose des outils très concrets. Le premier, c'est une visualisation, le diagramme de Venn. D'accord. La niche parfaite, elle se situe à l'intersection de 3 cercles. Une cible ultra précise, un problème vraiment douloureux pour cette cible, et votre solution qui résout ce problème de manière unique. Si un des cercles est décalé, on est dans le flou. Voilà. Ils ont aussi une matrice de niche pour évaluer des opportunités. On ne va pas tout détailler, mais il y a 2 idées clés à retenir. Lesquels? Le premier critère, c'est est-ce que c'est un problème répandu? Autrement dit, est-ce qu'il y a assez de gens qui souffrent de ce problème? Pour que ça vaille le coup de créer une boîte autour. C'est ça. Et le deuxième, est-ce qu'on peut générer des résultats tangibles? Est-ce qu'on peut prouver avec des chiffres que notre solution fonctionne?
Si la réponse est non à l'une de ces deux questions, C'est un énorme signal d'alarme. et il y a cette règle pratique très terre-à-terre que j'ai adorée, la règle des 20 entretiens de Jason Lomkin. Ah, elle est excellente. Le principe est simple. Avant d'écrire la moindre ligne de code, avant même de figer sa niche, il faut parler à 20 clients potentiels. 20 vrais clients potentiels. Mais ça soulève une question. Comment on les trouve, ces 20 personnes, quand on n'a encore rien à vendre? On évite de juste parler à ses amis qui nous diront toujours que notre idée est géniale. C'est le point crucial. La règle le précise bien. Pas d'amis, pas de la famille, de vrais acheteurs. Alors, comment on fait? Le livre ne détaille pas les tactiques, mais l'esprit est là. Il faut aller là où ces gens se trouvent. Si vous ciblez les directeurs marketing, allez sur LinkedIn. Cherchez des discussions où ils se plaignent du problème que vous voulez résoudre. Et on intervient? On intervient. On leur propose 15 minutes de notre temps pour mieux comprendre leur réalité, pas pour vendre quoi que ce soit. C'est un test de réalité, en fait. Exactement. Si personne n'accepte de vous parler d'un problème, c'est peut-être que ce problème n'est pas si douloureux que ça. C'est un filtre incroyablement efficace. Une fois cette niche validée par le terrain, il faut donc affûter son message. C'est ça. Et l'analogie de la station de radio est parfaite pour ça. Expliquer? Personne n'écoute une radio qui diffuse du jazz, puis du métal, puis de la musique classique. On choisit une station pour son identité claire. C'est pareil pour une entreprise. Exactement. Le livre propose même un modèle de pitch ultra simple. Vous savez, le problème X que rencontrent les types de personnes, eh bien, nous les aidons à obtenir tel bénéfice. Par exemple, on a aidé client Y à résultat chiffré. C'est direct, centré sur le problème, ça se comprend en 3 secondes. C'est le but. D'accord. Donc, on a notre niche, notre destination, on sait précisément à qui parler et comment leur parler. Mais c'est un peu comme avoir une voiture de sport magnifique, Sauf sans la clé de contact. voilà. Sans savoir conduire, quand on met le moteur en route, c'est là qu'intervient la deuxième grande idée du livre. Construire la machine à revenus. Absolument. C'est le passage de la stratégie à l'exécution. Les auteurs décrivent la génération de prospects, les leads, comme l'essence dans le moteur de la croissance. Et ils en distinguent plusieurs types. Oui, ils proposent une typologie très éclairante. Il y a 3 grands types de prospects. D'abord, les graines, ou seeds en anglais. C'est-à-dire, C'est le bouche à oreille, les recommandations, le réseau. Ce sont les prospects de meilleure qualité, ceux qui se convertissent le plus vite. d'accord, les graines. Ensuite, Ensuite, il y a les filets, les nets. Là, on est dans le marketing à plus grande échelle. Le marketing de contenu, les pubs en ligne. l'idée, c'est de jeter un large filet. C'est ça, pour attraper des prospects qui ne nous connaissaient pas. Et enfin, il y a les lances, les spires, Là, c'est plus ciblé. très ciblés. C'est la prospection sortante, très personnalisée, pour aller chercher des comptes spécifiques, souvent les plus gros. Et on pourrait penser qu'il faut tout faire en même temps, mais le livre insiste sur une hiérarchie, n'est-ce pas? Exactement. Et c'est un point crucial. Les 3 doivent fonctionner en harmonie, mais ils n'ont pas le même rôle. Les filets, c'est votre visibilité à long terme. Les lances, c'est pour décrocher les clients de rêve. Mais les graines. Les graines, c'est votre fondation. Le livre insiste sur un point. Si vos graines ne poussent pas, si vos premiers clients ne sont pas assez satisfaits pour parler de vous, Hmm. les 2 autres stratégies sont vouées à l'échec. C'est ça. Vous dépenserez une fortune pour remplir un seau percé. C'est pour ça qu'on va se concentrer sur les graines. Car le livre révèle quelque chose de contre-intuitif. On peut systématiser leur croissance. Systématiser le bouche à oreille. Ça sonne presque comme une contradiction. Comment on s'y prend? La méthode porte un nom, le succès client ou Customer Success. Et attention, ce n'est pas juste un service client amélioré, hein. Non, ce n'est pas un simple thermomètre de la satisfaction. C'est une fonction de l'entreprise pensée comme un véritable moteur de revenus. D'accord. Pour visualiser ça, les auteurs proposent de remplacer l'image de l'entonnoir de vente, le funnel, par celle d'un sablier de revenus. Un sablier. Oui, le haut du sablier, c'est l'acquisition de nouveaux clients, le marketing et les ventes classiques. Et le bas? Mais le bas du sablier, qui s'élargit à nouveau, c'est toute la croissance générée par les clients qui sont déjà là. Ah, je vois. En investissant activement dans leur succès, on transforme une vente unique en une source de revenus récurrents et croissants. Concrètement, ça veut dire quoi? Concrètement, un bon programme de succès client permet de réduire drastiquement le taux de désabonnement, le fameux churn, Mhm. D'augmenter les revenus via la vente de services additionnels, l'upsell. et surtout de générer des études de cas et des recommandations solides. Autrement dit, de nouvelles graines. Et le livre donne une statistique qui fait vraiment réfléchir sur l'importance de ce churn.
Laquelle? Un taux de désabonnement de 5% par mois, ça peut paraître acceptable, voire bon pour certaines startups. Oui, ça ne semble pas énorme. Mais si on annualise, ça représente une perte de 60% des revenus chaque année. C'est absolument énorme. Ça veut dire que l'entreprise doit courir en permanence pour remplacer plus de la moitié de son chiffre d'affaires, juste pour rester à flot. C'est un tapis roulant qui va dans le sens inverse. Et pour rendre ça concret, l'exemple de l'entreprise Gilde est parfait. Raconter. Ils avaient un churn de 4% par mois. Pas catastrophique, mais usant. Oui, fatigant à la longue. Ils ont alors décidé de ne plus voir le suivi client comme un coût, mais comme un investissement. Ils ont créé une équipe dédiée au succès client avec des rôles très précis. Une personne pour la formation, une autre pour les renouvellements. C'est ça, une pour l'onboarding, une autre pour le suivi des renouvellements, une troisième pour identifier des opportunités d'upsell. Résultat, J'imagine qu'il a baissé. leur churn mensuel est tombé de 4% à 1%. Sur un an, la différence est colossale. Ils ont transformé leur seau percé en une véritable fontaine à revenus. D'accord, donc on a les mécaniques fans, trouver la niche, puis construire la machine à revenus basée sur le succès des clients. Mais au-delà des techniques, le livre aborde aussi l'état d'esprit, les principes. Oui, les fondations. Et l'histoire d'Aaron Ross est une parfaite illustration de ce qu'ils appellent une fonction de forçage, une forcing function. C'est un des passages les plus forts, je trouve, parce qu'il ancre toute la stratégie dans une réalité très humaine. Qu'est-ce que c'est, une fonction de forçage? C'est un engagement externe, une contrainte si forte qu'elle rend l'action et la concentration inévitables. Et pour Aaron Ross, ça a été très personnel. Très personnel. Son mariage et la croissance très, très rapide de sa famille. Jusqu'à avoir 12 enfants. 12 enfants. Bon, là, on n'est plus dans la fonction de forçage, on est dans l'urgence absolue. C'est exactement ça. Et cette urgence l'a forcé à faire un choix radical. Il a dû abandonner les projets qui le passionnaient mais qui ne payaient pas bien. Ces fameux services sexy dont on parlait au début. Voilà. Pour se concentrer sur la seule chose où il était exceptionnel et qui avait une valeur marchande immense, le conseil en vente pour les entreprises de la tech. Le résultat a été spectaculaire, j'imagine. Ces tarifs ont été multipliés par 10. C'est l'analogie du médecin généraliste face au neurochirurgien. La spécialisation, forcée par les circonstances, a créé une valeur immense. C'est une leçon puissante sur le fait d'assumer son génie unique. Complètement. Et il y a un dernier thème qui semble peut-être plus philosophique, mais que le livre présente comme éminemment taratique, la vérité. Ah oui, Il y a cette tendance, surtout dans la tech, à maintenir ce que j'appellerais un théâtre de la réussite permanent. Il faut toujours prétendre que tout va bien. qu'on domine le marché. Exactement. Et les auteurs prennent le contre-pied total de cette idée. Ils le font avec une formule choc. Truth equals money. La vérité est rentable Pourquoi? parce que la vérité bâtit la confiance. Et la confiance, c'est la monnaie de toute relation d'affaires durable. Ils encouragent à être, et je cite, inconfortablement honnête, Inconfortablement honnête. J'aime bien l'expression. honnête avec son équipe sur les difficultés, honnête avec ses clients sur les faiblesses du produit, et honnête avec soi-même sur ce qui ne fonctionne pas. Ça permet de régler les problèmes avant qu'ils ne deviennent des crises. C'est ça. Il s'agit de ne pas fuir les conversations difficiles. Cette honnêteté radicale n'est pas une faiblesse. C'est un investissement direct dans la pérennité de l'entreprise. Si on devait synthétiser le voyage qu'on vient de faire à travers ces extraits, on retiendrait donc la puissance de la niche ultra ciblée comme point de départ indispensable. C'est la première brique. Ensuite, la nécessité de construire un système de revenus prévisible, non pas en courant après de nouveaux clients à tout prix, mais en s'appuyant sur le succès de ceux qu'on a déjà. Le fameux sablier. Et enfin, que tout cela repose sur des fondations invisibles mais solides, la concentration et l'honnêteté. Ce qui est passionnant, c'est de voir à quel point tous ces concepts sont interconnectés. Au fond, le livre ne parle pas tant de tactique de vente que d'une philosophie d'entreprise. C'est plus profond que ça. Trouver sa niche, c'est pas juste une astuce marketing. C'est un exercice d'honnêteté brutale sur le domaine où l'on peut, de manière unique, apporter une valeur immense. Et cette même honnêteté, Et le carburant du succès client, qui est la base des revenus prévisibles. En fin de compte, le système qu'ils décrivent est un système basé sur la vérité. La vérité du problème qu'on résout et la vérité des résultats qu'on apporte. c'est une belle synthèse. Et pour prolonger la réflexion, une dernière pensée. Le livre met en avant le pouvoir de ces fonctions de forçage, ces engagements qui rendent le changement et la concentration inévitables. Oui. La question que l'on peut se poser est donc la suivante. Quelle est la fonction de forçage, personnelle ou professionnelle, qui pourrait être mise en place dès demain pour transformer une simple ambition de croissance en une trajectoire inévitable, même si l'idée à première vue semble inconfortable ou radicalement prématurée?